Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... He terrorized a Kansas community for decades. This isn't the first time the BTK Strangler has contacted the local media. A serial killer who called himself BTK for bind, torture, kill. Because that's exactly what he did to his victims. Des histoires étranges de l'ère numérique. Un tueur en série a semé la terreur dans une petite ville américaine pendant plus de 30 ans en torturant et tuant une dizaine de personnes. Après chaque crime qu'il commettait, il communiquait avec les médias en leur soumettant des preuves de ses crimes et en signant des lettres par les initiales BTK. Bind, torture and kill. Malgré tous les échanges entre lui et les autorités, celui-ci était très méticuleux et ne laissait jamais d'indices sur les scènes de crime. Il semblait infaillible. Après plus de 3 décennies, il est finalement tombé dans un piège tendu par les autorités Et s'est fait trahir par des traces numériques. Suivez-nous dans ce long jeu du chat et de la souris qui s'est échelonné sur plus de 30 ans. Bonsoir Émile Gauthier, comment vas-tu? Ça va très bien, Sébastien Lévesque. Toujours en confinement, c'est le 2e épisode qu'on enregistre à distance comme ça. C'est un peu différent, on commence à avoir hâte à se voir dans la vraie vie, je pense. Ah oui, vraiment, c'est tellement pas la même dynamique d'enregistrer l'épisode à distance, même si on le fait live d'une certaine manière. Il manque quelque chose, je dois te dire. Oui, pour les distordus qui sont moins au courant, on a pris une petite pause parce que justement avec la COVID, moi je suis tombé en arrêt de travail. On n'avait plus d'épisodes en banque, donc on doit un peu recommencer la recherche, ressortir des épisodes, les ressortir en bonus pour les Patreons, pour nos membres Patreon, les sortir un petit peu en avance. Mais là, on reprend notre rythme tranquillement. On vous rappelle qu'il nous reste 5 épisodes à cette saison-ci et il y a un vote en cours là, sur notre groupe de discussion Facebook en ce moment pour le dernier épisode de la saison qui va être voté par les membres de la communauté sur notre groupe de discussion sur Facebook. Puis en plus, faut pas oublier que nos membres Patreon, ceux qui sont abonnés au forfait Oui Monsieur, vont avoir droit à un épisode secret juste pour eux là, qui risque de sortir un peu plus tard cet été. Oui, c'est ça. C'est la chance, en fait, que vous avez d'avoir un épisode exclusif, c'est d'être un membre Patreon. Donc, n'hésitez pas à y aller. Yes. Sinon, pour le cas de ce soir, on voulait vous donner quand même un avertissement comme quoi c'est un épisode qui risque d'être assez difficile. On va tenter de vous épargner certains détails, mais il y en a certains qu'on n'aura pas le choix de vous dire. Donc, si vous écoutez Distorsion dans un open space, on est toujours en confinement, donc généralement, vous devriez être seul chez vous, ou du moins en petit groupe. Mais si vous écoutez cet épisode-là, je sais pas moi, en 2025, et qu'il n'y a plus de confinement, eh bien, on vous conseille de l'écouter, si vous travaillez dans un open space ou quelque chose comme ça, bien, de l'écouter dans les écouteurs et de garder ça pour vous, parce qu'il y a certaines scènes dans l'épisode qui sont un peu plus difficiles. Sinon, c'est assez rare, Seb, qu'on parle de tueurs en série. Toi, est-ce que tu as une fascination pour les tueurs en série? Je sais qu'il y en a qui ont comme vraiment une obsession, là, ou je veux pas dire amour, là, mais qui ont vraiment une fascination pour ce sujet-là. Les tueurs en série m'ont toujours fasciné, mais j'ai jamais été tant obsédé par eux. Par contre, la seule exception, c'est Ted Bundy. Et lui, étrangement, je suis tombé sur son histoire quand j'avais peut-être 11 ans. J'avais vu un genre c'était pas un documentaire, mais c'était une docu-fiction sur sa vie, justement, quand j'étais jeune. Puis ça, automatiquement, on dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours suivi son dossier, puis ça m'a toujours fasciné. C'est le tueur en série que j'ai le plus analysé, à part le cas de ce soir, mais je m'intéresse toujours aux tueurs en série, mais on dirait que c'était lui vraiment. Là. Mais sinon, j'ai pas tant de fascination, à part le fait que je suis fasciné par le fait qu'il existe des tueurs en série, puis que des gens tuent toujours sur les mêmes motifs, des tonnes de personnes sans se faire prendre souvent.
Oui, vraiment. Le cas de ce soir est particulier, le cas de Dennis Rader, aussi connu sous le nom de BTK, parce que c'est une histoire qui s'est échelonnée sur 3 décennies, sur plus de 30 ans. Il y a eu des meurtres commis là, en l'espace de toutes ces années-là. Et puis même si c'est une histoire qui remonte avant l'ère numérique, parce qu'on va faire un pas derrière là, jusqu'aux années 70 ce soir, c'est quand même un cas qui a été résolu grâce aux preuves numériques, parce que justement, ça s'est échelonné sur tellement longtemps que même dans les années 2000, cette histoire-là a connu des développements grâce aux traces numériques puis aux indices laissés derrière lui. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Moi, j'aime toujours ça quand un cas plus vieux, une histoire un petit peu plus vieille, connaît des rebondissements à notre ère actuelle. Ça prouve que certains cold cases qui datent d'il y a très longtemps peuvent quand même connaître des résolutions plusieurs années plus tard grâce aux technologies. Ah oui, tu as absolument raison. En fait, il y a même eu deux types de traces numériques, ou du moins d'utilisation de la technologie qui ont permis d'arrêter BTK. Mais sans ça, il n'y aurait jamais pu. Ces éléments-là, si ça avait été à la fin des années 70, par exemple, il n'aurait pas pu utiliser ça pour l'arrêter, justement. Comme tu dis, c'est grâce à la technologie. Exactement. On a un shout-out qui nous vient d'une review 5 étoiles sur Apple Podcast à donner ce soir. Et ce shout-out nous vient de Rampalemi de la France qui nous dit « Avant de découvrir Distorsion, je n'écoutais pas de podcast et je détestais l'accent québécois. Ah, tout a changé grâce à Émile et Seb. Des histoires toujours passionnantes et toujours bien racontées. Merci pour tous les gars. Et en espérant que notre accent continue de vous séduire. » Oui, merci à toi, Rampalemi. On a aussi plusieurs shout-outs Patreon à donner. Merci à ceux qui rejoignent notre page Patreon. Vous pouvez le faire au patreon.com/distorsion. Vous allez voir, on a 2 forfaits. Le forfait à 2$ qui donne accès aux épisodes en exclusivité avant, donc généralement une semaine avant que ce soit disponible au public. Et le forfait Oui Monsieur à 7$, lui, donne accès à du contenu exclusif, du contenu premium. Donc, comme ce soir, on va enregistrer un after show sur la psychologie de BTK, eh bien, ça va être disponible uniquement aux membres Patreon au forfait Oui Monsieur. Et aussi, c'est eux qui vont avoir accès à l'épisode secret en fin de saison. Seb, je te laisse commencer. Oui, on donne un gros shout-out à Isabelle C.L. Merci à toi. Aussi, plein de bisous à Élise S. Une grosse poignée de main à Luc L. Un autre shout-out à Catherine T. Tu sais qui tu es. Merci, Jérémy B. Shout-out et plein de respect à Nancy P. Et à toi, Vincent T. On t'aime. Cet épisode ne serait pas possible sans l'aide de Pascal M. du Fat Pack. Shout-out à toi. Un autre shout-out à Noémie S. Du Love. Oh yes. Aussi, plein de respect à Julie L. Sans oublier Hugo R. Aussi, un high five à Valérie S. Oh, shout-out à toi. Edith B. On te fait une grosse colle. Aussi, on envoie plein de love à Christiane S. Et on termine avec beaucoup de bière pour Mathieu D. Merci. Shout-out à tous nos membres Patreon. Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans cette histoire troublante, celle de BTK? Oui, mais juste avant, Émile, nous devons vous dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Oh oui. Celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement, comme pour les 30 autres programmes qui sont offerts. Absolument, mon cher Seb. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z. Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple, pourquoi pas la criminologie, ou même réorienter votre carrière. Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, 2 podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes? Oh que oui, mon cher Émile. Même que j'y pense un petit peu à tous les jours, encore plus en confinement. Oh oui. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP au fep.umontréal.ca au fep.umontréal.ca. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'esprit tordu de BTK? Oui, monsieur. C'est parti. Yeah! Nous sommes en 2004, dans la ville de Wichita, au Kansas. Cette ville, située au cœur du Midwest américain, est la plus grande ville de cet État. Cependant,
avec une population estimée d'environ 400 000 habitants, ça lui permet tout de même de conserver une atmosphère de village et de tranquillité. Un endroit parfait pour élever une famille. Toutefois, c'est drôle parce que quand j'avais entendu la ville de Wichita dans cette histoire-là, je me disais, on a déjà parlé de d'autres sujets qui se sont déroulés là. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, ma mémoire n'est pas assez bonne pour que je me rappelle exactement lequel, mais j'ai fait une petite recherche, puis malgré le fait que c'est une ville de 400 000 habitants qui est quand même tranquille, c'est la 58e en termes de taux de meurtre par habitant, donc égal avec Miami en Floride, donc plusieurs millions d'habitants. Donc c'est effectivement une ville qui est reconnue pour son taux de meurtre quand même assez élevé. Donc j'essayais de trouver, c'est con là, mais j'essayais de trouver de quelle histoire on avait parlé, puis j'en trouvais pas parce que j'en trouvais tellement d'autres. Oui. Je trouvais tellement de meurtres. Je pense que c'est 9,7 meurtres par année par 100 000 habitants. Donc c'est quand même beaucoup. Wow, ouais, quand même. Mais oui, j'avais lu qu'elle avait quand même un taux de criminalité élevé. C'est beaucoup, là. Parce que c'est même plus petit que la ville de Québec. Oui. Une ville comme ça, là. Par contre, cette ville-là, elle a un nombre au tableau, un peu comme tu le dis. Elle a été le siège de 7 meurtres horribles qui ont été commis sur une période de 5 ans entre 1974 et 1979 par un tueur en série qui se surnomme lui-même BTK, qui sont les initiales pour Bind, Torture and Kill, qui veut dire dans le fond ligoter, torturer et tuer. Mais personne n'a été arrêté et condamné pour ces crimes et le tueur court toujours. Cependant, la ville respire mieux depuis quelques années, car BTK ne semble pas avoir fait de nouvelles victimes. Ambiance totalement différente du milieu et de la fin des années 70 jusqu'au début des années 80, car à cette époque, il y avait beaucoup d'anxiété et de peur qui régnait sur la ville, au point où une routine quotidienne était suivie par des milliers de femmes de Wichita. En arrivant à la maison, elles vérifiaient immédiatement si le téléphone fonctionnait. Si la ligne était morte, elle devait quitter la maison au plus vite. Pourquoi cette routine? Parce que c'était l'un des modus operandi du tueur BTK de couper la ligne téléphonique de la résidence de ses victimes avant de les attaquer pour éviter qu'elles puissent avertir bien sûr les policiers lorsqu'ils s'en prenaient à elles. C'est une tactique, je te dirais, que les tueurs en série d'aujourd'hui peuvent plus vraiment utiliser, de couper la ligne téléphonique, parce que maintenant, des lignes dures, on en a moins, puis si on en a une, généralement, on a un téléphone cellulaire. Donc, cette tactique-là, si vous vouliez appliquer ça pour être un tueur en série, c'est ne pas à copier. Non, c'est sûr. Toujours en janvier 2004, le journal local The Wichita Eagle publie un reportage intitulé BTK Case Unsolved, 30 Years Later. Donc, le cas de BTK toujours irrésolu 30 ans plus tard. L'article souligne le 30e anniversaire de son premier crime en 1974 et se questionne à savoir si le meurtrier n'est pas en prison pour d'autres crimes qu'il aurait commis ou s'il ne s'est pas enlevé la vie ou même déménagé de secteur. Parce qu'habituellement, un tueur en série n'arrête jamais si longtemps, sauf s'il est coincé par les autorités. Oui, exact. T'as raison, Seb. La plupart des tueurs en série, du moins, puis on aura la chance d'en reparler un petit peu plus tard, vont laisser peu de temps entre leurs séries de meurtres parce que souvent, ils savent qu'ils vivent sur du temps emprunté ou partent dans une genre de cavale. Donc, ils essaient d'en faire plusieurs avant de se faire attraper. Mais dans ce cas-ci, il y a plusieurs temps de latence. Oui, exact. Cependant, la publication de cet article n'a pas laissé le tueur BTK indifférent. Lui qui avait l'habitude de communiquer et de narguer les médias et les autorités lorsqu'il commettait des crimes. On y reviendra. Il répliqua 3 mois plus tard par une lettre, soit le 19 mars 2004. Pour prouver qu'il est toujours en vie et en liberté. Il expédie une lettre au journal Eagle et il confesse un autre meurtre d'une jeune femme qu'il aurait commis le 16 septembre 1986. Un meurtre qui n'avait pas été attribué à BTK. Et comme preuve que c'est bien lui le tueur, il inclut une photocopie du permis de conduire de sa victime, Vicky Wegerle, ainsi que 3 photos de la scène de crime. Le nom de l'expéditeur sur l'enveloppe avait les initiales BTK. Le dossier d'enquête de BTK, comme tu le disais, était vraiment en latence depuis plusieurs années, sans nouveaux crimes, sans nouvelles traces. C'était assez difficile pour les enquêteurs d'avancer. Ce qui est assez ironique de cette lettre-là, c'est que l'équipe qui enquêtait sur BTK vers justement les années 80 s'appelait les chasseurs de fantômes, parce que justement BTK était comme un peu un fantôme, parce qu'il n'arrivait jamais à mettre la main dessus. Il venait de démanteler quelques jours avant le meurtre de Vicky Wegerle en 86, toute cette équipe d'enquête-là. Mais ils ne savaient pas, eux, que c'était lui. Donc, 30 ans après son premier crime, il est de retour dans
dans les médias. À quel moment tout ça a commencé? Faisons un bond en arrière. Exact. On va revenir un petit peu en arrière. C'est assez cocky, hein? C'est assez culotté, je dirais, de sa part, après 30 ans pour un tueur qui s'est toujours pas fait attraper, de relancer les médias. J'en reviens pas. C'est vraiment quelqu'un qui recherche l'attention médiatique. Là, on le sent. Ah oui, vraiment, hein, parce que ça avait pris quasiment 15 ans avant qu'il y avait pratiquement pas beaucoup de nouvelles de lui, pas de meurtre, rien. Puis là, tout à coup, il semble avoir un gros ego. Oh oui. Nous sommes maintenant vers la fin novembre en 1973, toujours dans la ville de Wichita, au Kansas, aux États-Unis. Les 7 membres d'une jeune famille originaire de Porto Rico viennent de s'installer dans une jolie petite maison. Joseph Otero, 38 ans, s'est trouvé un emploi comme instructeur de vol et technicien d'aviation. Sa femme, Julie, 33 ans, s'occupe de leurs 5 enfants prénommés Charlie, âgé de 15 ans, Danny, 14 ans, Carmen, 13 ans, Joséphine, 11 ans et Joseph Junior, 9 ans. Grosse famille. Oui, tous arrivés à 1 an d'intervalle. Leur arrivée dans le secteur a été remarquée par un citoyen de la ville de Park City, en banlieue de Wichita, qui a remarqué Julie avec ses beaux yeux et ses cheveux noirs. Dès la première fois qu'il l'a vue, il s'est dit que c'était son type de femme. Il la voit pratiquement chaque matin depuis qu'il va reconduire sa femme au travail quotidiennement depuis le début décembre, car celle-ci n'aime pas conduire l'hiver. Ce que sa femme ne sait pas, c'est que son mari a développé une obsession sur Julie et que celui-ci a une sorte de double vie et plusieurs fantasmes sadiques et sexuels malsains en tête qu'il souhaite réaliser. Au début de janvier 1974, il se dit qu'il doit passer à l'action. Les simulacres avec les animaux ne le satisfont plus. Il veut passer à la vitesse supérieure. Cependant, avant de tuer un humain, il doit se préparer et mettre tout en scène. Il se met alors à la recherche d'un lieu adapté pour un crime. Il visualise celui-ci dans un champ, puis une clairière, voire même sa chambre à coucher. Il se met alors en chasse et quand une femme lui plaît, il se met à la suivre et s'imagine ce qu'il va lui faire. Un soir, après le travail, il se met à arpenter le centre commercial Twin Lakes, où il repère une femme de son goût et l'aborde gentiment. Elle accepte de le suivre et de prendre un verre avec lui avant de l'accompagner jusqu'à sa voiture dans le stationnement. Mais saisie par un étrange pressentiment, elle refuse finalement de monter dans sa voiture et se débat avec force pour se sauver. Pris de panique, il la laisse s'enfuir et disparaît. Ça ne s'est pas passé exactement comme il le souhaitait. Il se dit qu'il manquait de préparation et que de tenter d'enlever quelqu'un dans un lieu public était beaucoup trop risqué. Le 15 janvier maintenant, l'opération Little Mex est prête. Il a consigné toutes les phases de son plan dans un petit carnet qu'il a enfermé dans une chemise et caché dans un tiroir de son bureau de travail. Cela fait 3 semaines qu'il épie les faits et gestes de Julie Otero et de sa famille. Ils n'ont plus aucun secret pour lui et il sait à quel moment il doit frapper. Ce matin-là, il n'a pas à aller reconduire sa femme au travail. Il l'embrasse et quitte son domicile et s'installe tranquillement dans sa voiture. Il roule jusqu'au parking du centre commercial Dillon et se gare. Il vole alors un véhicule quelques allées plus loin. Il travaille pour une compagnie de système d'alarme, je tiens à préciser, et voler une voiture, c'est pas un grand défi pour lui. À bord du véhicule volé, il emprunte alors la route qu'il connaît maintenant très bien vers la maison de la famille Otero. Il est presque 8h30 du matin et il fait encore noir. L'air est glacial en ce mois de janvier. Joseph Otero vient tout juste de revenir de l'école où il est allé reconduire ses 3 aînés. Julie prépare le déjeuner pour les plus petits pendant que Joseph boit son café. Le début de journée est tranquille comme à l'habitude. Par contre, durant ce temps, notre homme au fantasme tordu est derrière la maison et vient de couper la ligne téléphonique. Il s'introduit alors dans la maison familiale pendant que tout le monde est à table. 15h30. 2 des enfants Otero rentrent de l'école et, étrangement, la porte du garage est ouverte et la voiture familiale n'est plus là. Ils remarquent le sac à main de leur mère qui est vidé sur le plancher du salon et la nourriture et la vaisselle du déjeuner traînaient encore dans la cuisine. Personne ne répond à leur appel. Ils fouillent alors dans la maison lorsqu'ils tombent sur leurs parents inanimés, gisant sur le sol de leur chambre à coucher. Au même moment, Charlie, l'autre frère, arrive à la maison et retrouve ses frères et sœurs en état de choc. Les 3 enfants sortent de la maison et demandent l'aide aux voisins. Ça doit être assez traumatisant de retrouver sa famille comme ça là, dans la maison en rentrant. Ah, c'est incroyable. Sincèrement, là, ça doit te rester en tête toute ta vie. Là. C'est impossible d'effacer une chose comme ça. Là.
Les autorités arrivent évidemment sur les lieux du crime. Ils découvrent alors toute une famille massacrée. Julie a été retrouvée tout habillée, couchée à plat ventre sur le lit, attachée avec un sac de plastique sur la tête. Même chose pour Joseph. Il a été étranglé et avait un sac sur la tête. Le petit Otero a été retrouvé dans sa chambre. Il avait lui aussi un sac sur la tête. Quelques minutes plus tard, un policier descend voir au sous-sol de la maison. Il faisait noir. C'est en allumant l'interrupteur qu'il aperçut la jeune Joséphine, 11 ans, son corps attaché ainsi que pendu par le cou au plafond. La scène bouleverse tout le monde sur place. Toutes les victimes avaient été ligotées de façon particulière. Le tueur avait d'abord étranglé le père, puis la mère avec la corde des rideaux, avant de pendre leur fille et d'étouffer le jeune fils en lui plaçant un sac de plastique sur la tête. La maison bourdonne d'enquêteurs et de spécialistes. Elle est maintenant passée au peigne fin. Il ne faisait aucun doute que le crime avait été planifié, car rien n'a été laissé sur les lieux du crime par le meurtrier. Durant de longues semaines, les enquêteurs travaillent très fort, mais ne trouvent aucun indice concret, sauf du sperme près d'un des corps. Et le fait que les nœuds qui ont été utilisés pour ligoter les mains et les pieds des victimes étaient faits par quelqu'un qui connaissait bien ça, car différents types de nœuds ont été utilisés. Les enquêteurs avaient l'impression que c'était peut-être un marin. La voiture des Otero a été retrouvée plusieurs pâtés de maison plus loin. Plusieurs témoins, en fait, disent avoir vu un homme mystérieux rôder dans le secteur. Ils construisent même un portrait robot avec les descriptions recueillies, mais rien de tout ça ne permet de faire avancer l'enquête. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu, le portrait robot, là, ça ressemblait pas tant que ça à notre cher BTK, là, avec du recul. Là. Non, c'est clair. Puis on sent dans ce premier meurtre, dans ce premier cas, que justement tout s'est pas passé comme il le voulait, là, parce que lui, il tentait justement d'étouffer les gens avec un sac de plastique puis des cordes, mais il s'est rendu compte que c'était pas si simple. Les gens se sont débattus, même les plus jeunes, et puis souvent il devait justement les étrangler à main nue pour réussir à les maîtriser. Et puis comme tu dis, ça prend quelqu'un d'assez doué en nœuds pour justement, sur le fly, alors que tu es en train de maîtriser une famille entière, t'amènes la petite fille au sous-sol et tu la pends avec un nœud coulant, avec une corde qui a recueilli sur les rideaux. Donc, ça prend quelqu'un d'assez doué pour rapidement, comme ça, dans une atmosphère de panique, pour faire un nœud coulant. Là. Donc, c'est quelqu'un qui, soit, comme tu dis, peut-être un marin ou peut-être quelqu'un qui a une formation dans ce domaine-là, tu sais, un ancien militaire ou un cadet ou quelqu'un comme ça. Là. Mais c'est particulier comme scène de crime. Ça devait être à la fois troublant, traumatisant, puis il devait y avoir beaucoup de questionnements de la part des autorités. Ah oui, vraiment. Puis je lisais, vous pouvez aller les voir, là, les photos sont tous là, si vous avez le cœur pas trop sensible. Puis les nœuds, on le voit, là, c'est tellement bien fait. On le voit que c'est vraiment quelqu'un qui le maîtrisait. Puis j'en reviens aux policiers. Il y a des policiers qui ont été, en particulier, celui qui a découvert la Joséphine pendue dans le sous-sol a été extrêmement traumatisé pendant longtemps de cette scène de crime-là. Là. C'est la première fois que la ville de Wichita subissait ce genre de drame. L'hypothèse du règlement de compte faisait partie des hypothèses. Il avait aussi l'impression que c'était quelqu'un de passage dans la région et qu'il avait disparu tout simplement. Cependant, 9 mois plus tard, une rumeur dans les médias présume qu'un jeune homme s'est identifié comme l'auteur des meurtres avec 2 autres complices. Étrangement, le lendemain matin de cette rumeur-là, à 6h46, un informateur anonyme appelle au journal et mentionne que les policiers sont sur la mauvaise piste et que s'ils veulent découvrir le véritable tueur de la famille Otero, ils doivent se rendre à la bibliothèque municipale et consulter un livre précis, car il y a laissé une note. Les policiers y découvrent une lettre dactylographiée dans un anglais pauvre et décousu, qui invalide en premier lieu que le meurtre a été commis par les 3 punks. Le tueur, c'est ce qu'il a écrit dans la lettre, là, que c'était 3 punks qui cherchaient de l'attention. Et il décrit parfaitement la scène de crime, la position des corps, ainsi que les pièces où les corps se trouvaient là, de la famille Otero. Certains détails n'avaient jamais été révélés à la population, donc cela semblait véritablement provenir du tueur. Il mentionne aussi dans la lettre qu'il voulait être reconnu pour ce qu'il avait fait. C'est assez particulier parce que, me semble habituellement, c'est rare qu'un tueur veut être identifié. Je sais qu'il y a des exceptions, mais généralement, c'est pas ça que tu veux. T'sais. Il a conclu la lettre en mentionnant que dorénavant, son nom de code est Bind, Torture and Kill, BTK. Il termine en disant « Retenez bien ces initiales, elles seront sur le prochain cadavre ». Malgré cette nouvelle piste,
Les enquêteurs n'ont rien de plus pour faire avancer leur enquête. Nous sommes maintenant le 17 mars 1977, donc 3 ans après le meurtre de la famille Otero. Un appel est fait au 911 afin de se rendre de toute urgence à la résidence de Shirley Vian, âgée de 26 ans. En arrivant sur les lieux, on retrouve son corps inanimé à plat ventre sur son lit, ligoté de la même façon que la famille Otero avec des nœuds et du ruban adhésif. Cette fois, il y a des survivants. 3 enfants sont sur place, sous le choc, mais ne sont pas blessés. Quelques heures plus tôt, le petit Steven, 5 ans, est allé faire une course au magasin du coin. À son retour, un homme l'a arrêté et lui a montré une photo car il cherchait quelqu'un. Steven ne pouvait l'aider et il rentre chez lui. Quelques minutes plus tard, le même homme cogne à sa porte. Steven répond et l'homme lui demande s'il y a quelqu'un à la maison et si sa mère est présente. En attendant cela, la mère Shirley se rend à la porte. L'homme lui mentionne qu'il est détective privé pour finalement entrer de force dans la maison et les menacer avec une arme. Il a commencé à les ligoter avec de la corde. Les enfants criaient, la scène était d'une terreur incroyable. Il les enferme dans la salle de bain et coince la porte en l'attachant avec une corde. Et là, c'est vraiment Shirley, en fait, qui a fait, je ne sais pas comment décrire ce geste-là, mais ça a dû être extrêmement difficile. Elle a décidé, elle a négocié avec l'homme en question et lui a dit « Il faut épargner mes enfants ». Pour cela, on va les enfermer dans la salle de bain. Et là, ils ont même déposé des coussins, ils ont amené des jouets pour les enfants, ils ont installé tous les enfants dans la salle de bain. Et par la suite, l'homme lui avait dit qu'il ne lui ferait pas de mal si elle faisait tout ça. Mm-hmm. Par contre, on va voir où est-ce que les choses s'en vont, mais la Shirley a vraiment tenté de protéger ses enfants le plus possible. L'aîné réussit finalement, après plusieurs minutes, à entrouvrir la porte. La scène qu'il a vue le marquera à jamais. Il a vu les derniers instants en vie de sa mère en se faisant étrangler. Imaginez le traumatisme pour cet enfant. Suite aux questions des enquêteurs, la description faite par les enfants n'était pas très précise. Ce sont de jeunes enfants, n'oublions pas, donc parfois la mémoire, c'est pas toujours évident. C'était un grand homme blanc avec un sac noir et à l'intérieur, il avait de la corde et du ruban adhésif. Aussi, il portait des gants. Un homme blanc, c'est à peu près la moitié de la population de Wichita, donc c'est pas si rare. Mais ils sont convaincus que c'est BTK qui est l'auteur de ce drame en raison du modus operandi utilisé qui est très similaire à ce qu'on a vu auprès de la famille Otero. Ils se demandent alors s'ils ne devraient pas le provoquer par les médias pour que celui-ci tente de les contacter. Mais ils ont aussi peur que cela ne déclenche d'autres meurtres. Donc, imaginez la scène, tu sais, la mère de famille qui négocie avec son tueur et que là, ils prennent du temps pour barricader les enfants dans la salle de bain, mais le meurtre survient quand même. Tu sais, quelle fin de vie triste et tragique. C'est tragique. Le 8 décembre 1977, un homme appelle la police d'une cabine téléphonique et mentionne que Nancy Fox a été assassinée et il donne son adresse. Les policiers se rendent sur place et enfoncent la porte. Ils découvrent Nancy Jo Fox ligotée et bâillonnée sur son lit. Les enquêteurs remarquent que la porte du placard était ouverte et que quelqu'un semblait s'être assis sur une pile de vêtements. La ligne téléphonique était aussi coupée, ce qui est très similaire à ce qu'on a vu dans les autres cas. Il semblait avoir entré par la fenêtre arrière. Il y avait aussi du sperme sur les lieux et quelques effets personnels, ainsi que son permis de conduire qui était manquant. Cependant, encore une fois, aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur les lieux. Comme la scène de crime semblait intacte à leur arrivée, ils étaient convaincus que la personne qui a fait l'appel était le meurtrier. Ça ferait du sens du moins. Un témoin affirme avoir vu un homme d'1,80 m aux cheveux pâles quitter la cabine téléphonique sans raccrocher le combiné. Un détail important a été mentionné. L'homme portait un uniforme. C'était la première fois que l'on avait un indice qui permettait de le distinguer un peu, parce que jusqu'à présent, on parle d'un homme blanc d'une certaine taille et tout ça, mais c'est assez typique. Puis on se rend compte que, justement, on va le voir avec le temps, le visage, la description de BTK est assez commune. Ça pourrait être un peu n'importe quel homme blanc de cet âge-là. Les enquêteurs ont extrait l'appel et isolé la voix pour tenter de l'identifier, mais sans succès. Un accent typique du Midwest a été reconnu. Près de 2 mois plus tard, le 31 janvier 1978, un étrange poème faisant référence au meurtre de Shirley Vian est envoyé au Wichita Eagle.
Le 10 février 1978, donc environ 2 semaines après l'envoi du poème, une nouvelle enveloppe arrive au bureau de Cake TV, qui est la télévision locale de Wichita. À l'intérieur, on y retrouve une lettre dactylographiée qui revendique les 7 meurtres, soit ceux de la famille Otero, de Shirley Vian et de Nancy Fox et d'une autre victime non identifiée. Il y a aussi à l'intérieur un dessin de la scène de crime de Nancy Fox. La précision du dessin donnait l'impression qu'il avait pris des photos instantanées sur place et qu'il les a dessinées par la suite. Il y a inclus encore une fois un poème, c'est un grand poète, là, notre meurtrier, mais cette fois-ci, c'était un poème pour souligner la mort de Nancy. Il se compare aussi dans cette lettre à Jack l'Éventreur et même à l'Étrangleur de Boston. Et vers la fin de la lettre, une phrase terrifiante conclut. Combien d'autres personnes je vais devoir tuer pour voir mon nom apparaître dans le journal? Et il signe BTK. Donc, il est vraiment en recherche d'attention médiatique. Ah oui, il veut qu'on dise que ce soit lui qui a fait les crimes. Là. La lettre est remise rapidement aux enquêteurs, évidemment. La précision de la scène de crime de Nancy ne laisse aucun doute. C'était BTK l'auteur du meurtre. À ce moment-ci, les policiers étaient tout de même assez discrets sur le cas de BTK dans les médias. Et jamais ils ne parlaient de tueurs en série. Mais là, ils n'avaient plus le choix d'alerter la population qu'il y avait un tueur en série qui était en liberté dans la ville du nom de BTK. À ce moment-là, les entreprises d'armes à feu et de systèmes d'alarme sont devenues débordées. C'était la panique dans la ville. Tout le monde avait peur. Dès que quelqu'un entrait dans sa maison, en fait, comme on vous disait, il allait vérifier sa ligne téléphonique. Et chaque jour, les policiers avaient des dizaines d'appels de citoyens qui étaient effrayés de rentrer chez eux. Et il y avait besoin de la police qui devait les accompagner. Puis une des premières choses qu'ils faisaient, c'était vérifier les placards. Parce que justement, dans une de ces victimes, il s'était caché dans le placard. Et tout ça avait été révélé. Donc, ça créait plein de stigmates chez les gens. Hein. Puis je comprends, oui. Là, tu veux plus rentrer chez toi. Tu as peur. Il y a un tueur là, qui court. Puis même, à chaque jour, il y avait beaucoup de gens qui appelaient parce qu'ils avaient l'impression de l'avoir vu. On le sait, là, quand ce type de nouvelles-là sort dans les médias ou que les autorités demandent des indices ou quoi que ce soit, ils ont beaucoup de fausses pistes. Là. Puis à ce moment-là, ben, justement, il y avait énormément d'appels. De plus, pour avancer dans leur enquête, ils ont dressé la liste des prédateurs, des personnes violentes ou des criminels qui ont été libérés les dernières années dans le secteur de Wichita. De plus, étant donné que le tueur a cité d'autres tueurs en série dans sa lettre, ils ont eu la brillante idée, je trouve, d'aller vérifier à la bibliothèque municipale et à la bibliothèque de l'université si quelqu'un avait emprunté des livres sur le sujet dernièrement. Malheureusement, tous ces efforts ne donnent toujours rien. Ils ont interrogé plusieurs suspects, mais malgré tout, la seule certitude est qu'ils recherchent un homme blanc en uniforme et qui habite sûrement à Wichita ou dans les environs. De plus en plus d'enquêteurs travaillent sur le dossier, mais rien n'avance. Le 28 avril 1979, une autre femme a failli être victime du BTK. Anna Williams, 63 ans, rentre chez elle et remarque que des tiroirs ont été ouverts et que des vêtements ont été déplacés. Quelques jours plus tard, elle reçoit un colis par la poste avec son foulard à l'intérieur et un petit mot. Tu n'étais pas chez toi, mais moi j'y étais. BTK. Imagine la peur de cette pauvre dame-là de 63 ans. Ben oui, parce que là, c'est connu là, qu'il y a un tueur qui rôde en ville. Oui, exact. Le colis contient aussi un poème que lui-là s'appelle « Oh Anna ». Pourquoi tu n'es pas venu? Et il décrit en fait la soirée où il l'a attendue chez elle. Il l'avait aussi dessiné. En fait, il avait dessiné un dessin assez vulgaire de la scène, comment il l'imaginait, et il avait ligoté Anna à un poteau. Bien sûr, tout ça est resté au niveau de la fantaisie, mais quand même. BTK envoya le même paquet qu'il a envoyé aux autorités à Cake TV, la station de télé locale, pour encore une fois faire parler de lui. Les enquêteurs se mettent alors à analyser les différentes lettres manuscrites qu'ils ont reçues au fil du temps. Parce que là, ils se sont dit, une des seules choses qu'on a qui appartient au tueur, c'est les lettres. Puis même, je suis surpris qu'il n'ait pas fait cette analyse-là avant, mais bon. C'était, comme je te disais, c'était le seul indice qui était vraiment tangible. Il remarque que l'appareil, dans le fond, la dactylo qui était utilisé pour faire les lettres, pour écrire les lettres, était de mauvaise qualité parce que l'écriture n'était pas toujours droite. Alors, on le sait, une dactylo, c'est pas un ordinateur, hein, c'est des petits marteaux qui tapent les lettres et il y avait plusieurs qualités de dactylographie. Là. Donc déjà là, il y avait déjà un premier indice. Deuxième indice, BTK envoyait toujours une photocopie de la lettre. C'était jamais la lettre originale.
Petit détail important, puis ça je l'ignorais, certains photocopieurs laissent une empreinte bien spécifique qui permet d'identifier quel appareil a été utilisé. Les techniciens sont parvenus à trouver une corrélation unique entre le type de papier et l'encre qui a été utilisée pour la photocopie. Les enquêteurs se sont mis alors à faire le tour de la ville pour identifier tous les photocopieurs qui correspondaient à ce match-là. Ça a été tout de même un travail assez ardu, mais ils en sont venus à l'identifier l'appareil. La photocopie de la première lettre a été faite au sous-sol du département de biologie de l'Université de Wichita State. C'était la première fois que l'on avait une vraie piste tangible. Les enquêteurs isolent alors une liste de tous les étudiants blancs de l'université. Mais elle contient des milliers de noms, là, comme vous pouvez vous imaginer. Là. Donc, encore une fois, c'est difficile de tracer qui a fait la photocopie parce qu'il n'y a pas de ce que je présume, c'était pas identifié. Là. Souvent, à l'université, il faut mettre une carte, puis peut-être ça s'identifie, mais à cette époque-là, je ne suis pas certain qu'il y avait un système d'authentification. Là. Ouais. Donc, les mois passent, l'enquête piétine, mais il n'y a aucune nouvelle malgré tout de BTK, mais ils ont quand même, du moins, une certaine piste supplémentaire. Presque 5 ans plus tard, en 1984, pour éviter que BTK tombe dans l'oubli, un groupe spécial d'enquête est mis sur pied pour clore ce dossier. On surnomme l'équipe les chasseurs de fantômes. Grâce à l'aide d'un professeur de mathématiques de l'université, ils mettent sur pied une base de données informatisée de la liste des suspects potentiels pour trouver les points communs plus facilement grâce aux algorithmes. Ils réussissent à circonscrire 200 suspects principaux. Autre fait à noter, ils ont été en mesure de déterminer le groupe sanguin du suspect grâce au sperme qu'il laissait sur place. Ils ont alors récolté le groupe sanguin des 200 suspects. Cela leur a permis d'éliminer des suspects, mais pas de les identifier malheureusement, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas les banques de données d'ADN qu'on a actuellement. En août 1986, il s'est écoulé 9 ans depuis le dernier meurtre, donc c'est assez long pour un tueur en série. Le FBI croit qu'il est mort, ou en prison, ou déménagé, et l'équipe des chasseurs de fantômes se dilue. Mais il se jure que s'il refait surface, on va jouer sur son ego, qui est son point faible, afin de le retrouver. On fait un bond maintenant jusqu'en 2004, suite à la lettre reçue de BTK dont on vous en parlait en intro. Un des anciens membres des chasseurs de fantômes met en place la stratégie proposée de jouer sur son ego et décide donc de faire des conférences de presse régulièrement pour l'amener à communiquer avec eux et idéalement laisser une genre de trace repérable. Comme ça, en faisant souvent des conférences de presse, il se doute que le meurtrier va les regarder à la télé puis il risque de réagir comme il le fait à chaque fois. Exact. Le 4 mai 2004, Cake TV, la chaîne de télé locale, reçoit une enveloppe avec des messages codés qui contient les mots « victime »,« choisir »,« suivre »,« courtier »,« assurance »,« réparateur », ainsi que des titres de chapitres qui étaient nommés en fonction de son historique de meurtrier. Oui, ces mots-là, en fait, courtier, assurance et réparateur, c'est souvent les métiers qu'il utilisait pour tromper ses victimes quand ils se présentaient chez eux, généralement. Un mois plus tard, un résident de Wichita découvre un autre colis de BTK. Il contient des feuilles dactylographiées, des pages, et on peut y lire « Mort par un froid matin d'hiver » qui décrit le crime de la famille Otero. Dans les 11 mois suivants, il a envoyé plus d'une dizaine de messages. Il était très actif. Autre paquet trouvé dans un parc contient une poupée ligotée et bâillonnée et contient une photocopie du permis de conduire de Nancy Fox assassinée en 1977 ainsi qu'un récit intitulé Chapitre 9 qui explique comment il a poursuivi et tué la jeune femme. Donc c'est très troublant. Il a voulu aussi, j'ai même vu la photo, il a voulu reproduire le meurtre de la jeune Joséphine Otero qu'il a pendu dans le sous-sol avec justement en mettant une poupée avec une corde attachée à un petit tuyau, tu sais. Oui. Donc, c'est quand même assez troublant d'envoyer ça par la poste, là. Vraiment. Il cherchait clairement l'attention, mais sans faire de nouveaux crimes. La stratégie des conférences de presse a donc porté fruit. Le 25 janvier 2005, BTK alerte la station de nouvelles de Wichita en y expédiant une carte postale qui guide les policiers vers une lettre et un autre colis laissé dans une camionnette d'un des employés de Home Depot. Il y a toujours un Home Depot dans une histoire de crime, évidemment.
Les enquêteurs passent au peigne fin le magasin au grand complet et questionnent les employés. Et l'un d'eux se souvient avoir vu une boîte de céréales dans son camion 2 semaines plus tôt et l'avoir jetée à la maison. Étrange quand même. Oui. Il la retrouve dans ses ordures et la remet aux autorités. La boîte contenait plusieurs documents, mais sur une lettre qui était inclue dans la boîte, BTK demande s'il ne serait pas plus sécuritaire pour lui d'envoyer ses messages sur une disquette informatique à la place. Et il disait « Can I communicate with floppy and not be traced on a computer? Be honest ». Donc il demande aux autorités de dire « Est-ce que c'est correct si je vous envoie une disquette pour ne pas être retracé? » Une question un peu idiote là, qu'il demande comme ça aux autorités. Et ils vont lui répondre « Rex, it will be okay ». Et ils vont laisser l'annonce plusieurs jours et s'ils le font, il va leur envoyer une disquette avec d'autres indices. Les policiers placent l'annonce quelques demandés et en passant, Rex en latin signifie roi. Et là, nous, les distordus, c'est exactement ce qu'on veut, en fait. Là, on veut qu'il envoie une disquette aux policiers parce qu'on peut quand même retirer quand même une quantité d'informations intéressantes depuis une disquette, même à cette époque-là. Oui, les métadatas sont présentes depuis à peu près le début, là. Donc, il y a toujours des traces qui sont laissées sur l'ordinateur utilisé, qui a créé les documents, etc. Exactement. Donc, lui, il demande en plus aux policiers si c'est correct de leur envoyer une disquette. Donc hell yeah, envoie-nous une disquette, mon cher BTK. Ça risque de nous aider beaucoup. Parallèlement, les caméras de surveillance du Home Depot en question sont examinées et selon les observations, la boîte de céréales aurait été déposée dans le camion de l'employé par un homme conduisant une Jeep Cherokee noire très récente. Selon les registres du coin, il y a 2500 véhicules qui sont enregistrés comme un Jeep Cherokee noir. Ils vont donc faire le tour des propriétaires. 2 semaines après avoir mis l'annonce dans le journal, comme le demandait BTK, le 16 février 2005, la station de télévision reçoit la disquette de BTK dans une enveloppe. La disquette contient un seul fichier qui se nomme « This is a test ». Immédiatement, on copie la disquette et les spécialistes informatiques font une analyse de tout ce qu'elle contient. Étrangement, ils remarquent que le fichier avait été nommé au préalable Christ Lutheran Church, donc l'église des Christ luthériens. Le numérique laisse toujours des traces, même sur une disquette. Ils découvrent également que la disquette avait été utilisée à la bibliothèque de Park City et également à l'église Christ Lutheran. Et pour clore le tout avec les métadonnées du document Word, parce que le fichier qu'il a créé, c'était un document Word, ils ont été en mesure de savoir que le document a été créé par un prénommé Dennis. On le sait souvent, quand on crée un document Word, par défaut, il va prendre le nom de l'utilisateur qui est connecté sur l'ordinateur. Une simple requête dans un moteur de recherche avec le nom Dennis et le nom de l'église, Christ Lutheran Church, ont permis de tomber sur un résultat de recherche assez facilement. Et c'était le président de la congrégation de l'église, justement Christ Lutheran, un certain Dennis Rader. Boom! Le 20 février 2005, les policiers se dirigent discrètement vers Park City, à l'adresse de la maison de Rader, pour l'observer. En arrivant sur les lieux, ils remarquent dans son entrée la présence d'un Jeep Grand Cherokee noir. Ils avaient leur homme, Dennis Rader, 59 ans. Ils n'avaient toujours aucune preuve en tant que telle, mais ils sont sûrs que c'est BTK. Ils obtiennent alors un ordre de la cour pour pouvoir obtenir un échantillon d'ADN sans soupçon d'un autre membre de la famille. Nous sommes maintenant en 2005, donc il est possible de faire des tests d'ADN, contrairement à, comme on vous disait, là, dans les années 70 et même 80 où il y a eu des crimes. Et même que les banques d'ADN commencent à être un peu plus garnies là, en 2005, parce que dès justement l'arrivée des années 90, surtout la fin des années 90, ils ont commencé vraiment à en accumuler beaucoup. Donc c'est possible de même faire des recherches. Dans ce cas-ci, on est moins persuadé que c'est un criminel qui est déjà en prison, mais c'est possible de savoir parfois que ah oui, ok, ben finalement le meurtrier s'est fait attraper plusieurs années plus tard. Oui, exact, parce que je sais qu'ils ont une fois qu'il y avait eu les banques de données d'ADN, ils ont toutes les pièces à conviction qu'il y avait des anciens crimes, ils les ont toutes stockées. En fait, tout l'ADN qu'ils ont pu ramasser à l'époque, parce qu'ils connaissaient c'était quoi l'ADN, ils ne pouvaient juste pas l'analyser en fait. Donc, pour avoir de l'ADN familial, ils contactent la fille de Dennis Rader, Kerry Rawson. Elle habite maintenant avec son mari au Michigan. Et les contacts, le FBI vont la voir chez elle pour lui demander de fournir un échantillon d'ADN. Parce qu'en fait,
la manière que ça fonctionne, c'est ça, c'est que c'est un profil familial similaire. Automatiquement, ils peuvent faire le lien que c'est lui. Là. Il n'y a pas vraiment d'erreur, là, de marge d'erreur dans ce cas-ci. Sa fille, elle est sous le choc lorsqu'on lui apprend que son père est sûrement BTK. Là. Imaginez sa réaction, là, c'est de te faire apprendre d'un, il faut que tu te donnes ton ADN pour qu'on puisse coincer ton père, mais qu'en même temps, ton père est peut-être un des plus prolifiques tueurs en série, sans que tu t'en aies jamais rendu compte, qu'il a fait des crimes durant ton enfance. C'était même presque évanoui, en fait, lorsque le FBI sont venus la voir. Tu sais, dans sa tête, elle se disait comment un père qui était aimant et présent avec ses enfants, qui est directeur d'une église, puis à l'époque, il était devenu un employé de la ville, pouvait être un tueur en série comme ça. Là. Pour elle, ça faisait pas de sens. Ah oui, c'est très surprenant, mais on en a vu d'autres. Oui. Après quelques soucis techniques, heureusement, le match d'ADN concorde, là, parce qu'ils ont eu certains problèmes là, pendant les premiers jours. Ils n'ont pas détaillé le problème, mais il y avait des problèmes techniques. Le 25 février 2005, les policiers voulaient arrêter Dennis Rader loin de sa maison et loin de son lieu de travail. Avec des voitures balisées, il l'arrête lorsqu'il se rend chez lui sur son heure de lunch. Il avait quand même observé toutes ses routines, puis il rentrait toujours manger chez lui. Ils l'ont arrêté peut-être à environ 1 kilomètre de chez eux. Une fois amené au poste, au départ, il clame son innocence. Il refute les accusations. Par contre, il finit rapidement par craquer et dit « Oui, je suis BTK. On dirait bien que vous m'avez eu. » Il raconta alors d'un coup, sans émotion, pendant de longues heures, tous ses crimes, victime par victime, dans les moindres détails. En plus des 8 crimes déjà connus, il en avoue 2 autres qui ont été commis par lui, celui de Marion Head et de Dolores Davis. En fait, ces deux meurtres-là ont été commis dans les années 70-80 et justement, les corps avaient été retrouvés dans des champs, mais il n'y avait jamais identifié le tueur. En saisissant sa maison de Dennis, toutes les preuves des crimes ont été retrouvées. Ils se sont même rendus compte qu'il a déjà été sur une de leurs listes de suspects lorsqu'il était étudiant à l'université de Wichita. Oui, c'est ce qui expliquerait les photocopies réalisées au département de biologie. Exact. Mais avant d'aller plus loin, parle-nous donc un peu, Émile, c'est qui Dennis Rader? Oui, Dennis Lynn Rader est né le 9 mars 1945 à Pittsburgh, dans l'État du Texas aux États-Unis, mais il a grandi à Park City, qui est une petite banlieue résidentielle près de Wichita, qui est la capitale de l'aviation, car on y retrouve, là, par exemple, les sièges sociaux de compagnies comme Boeing et Cessna. Il est l'aîné des 4 fils de Dorothée et William Rader. Mariés en avril 1943, les parents de Dennis forment un couple profondément religieux, attaché aux valeurs traditionnelles et à l'église luthérienne locale où tous leurs enfants y sont baptisés. Toute la famille se rend chaque dimanche au temple pour assister à la célébration. Il grandit avec ses 3 frères, Paul, Bill et Jeff, qui fréquentent eux aussi tous la même école secondaire, leur lycée. Son père, William, combattit dans la marine, mais il travaillait pour une centrale électrique à partir de 1948. Sa mère, Dorothée, était comptable dans une épicerie. Les Rader habitaient une maison modeste mais agréable. William était sévère avec ses enfants, mais n'a jamais été brutal ni méchant, par exemple. Dorothée, elle, la mère, est une mère aimante avec ses enfants. La famille Rader, même la famille étendue qui habite au Missouri, ne fit jamais quoi que ce soit qui aurait pu attirer l'attention des autorités, ni même des médias. Aucun d'eux n'a jamais transgressé la loi. Donc, c'est une famille assez stricte, assez correcte et assez droite. Oui, exactement. Avant d'être arrêté, Dennis Rader travaillait pour Park City en tant que superviseur de la conformité en charge du contrôle des animaux et de l'application générale du code. Particulier quand même comme emploi. Oui. Il était marié à Paula Dietz et en fait, ils ont eu 2 enfants ensemble. Il était aussi un leader dans son église, l'église luthérienne chrétienne. Il était aussi un ancien chef de Boy Scout et un vétéran de la Air Force et finalement diplômé de l'Université d'État de Wichita en 1979. Donc c'est là qu'on voit, c'est un ancien chef d'une une organisation de scouts, puis c'est un vétéran de l'armée, donc c'est ce qui explique peut-être un peu les techniques utilisées dans ces meurtres, la furtivité, mais aussi la technique avec les nœuds et les cordes. Exactement. Ceux qui connaissaient Rader ont dit qu'il prêtait attention aux détails et appréciait la propreté en général. Dans son église, il a distribué des bulletins et a accueilli de nouveaux membres presque à chaque semaine.
chrétienne. Il était tellement impliqué qu'il est devenu président de la congrégation de l'Église. Il semble avoir eu une enfance heureuse et être un bon citoyen et père de famille en général. Mais qu'est-ce qui peut expliquer une telle folie meurtrière? Pour tenter de mieux le comprendre, on doit retourner dans son enfance. Et Seb, t'as fait un petit tour qui n'a pas dû être évident de son enfance. Non, c'est assez traumatisant. Dennis était un petit garçon sensible, intelligent et discret. Il était adepte de la pêche et du canoë-kayak. Dennis faisait ce que bon lui semble dans sa jeunesse. Ses parents n'ont pas le droit de pénétrer dans sa chambre et quand il ramène des mauvaises notes à la maison, de l'école bien sûr, c'est pas vraiment grave, il ne se soucie pas vraiment de ça. Il n'y a pas de la part de ses parents aucune réponse à ses insolences ni à ses provocations. L'enfant cherche une limite que ceux-ci ne sont apparemment pas décidés à lui donner. C'était vraiment quelqu'un qui faisait un peu ce qu'il voulait avec ses parents. On l'excuse à chaque bêtise, on le flatte même dans le sens du poil, là, comme on dit. Bref, Dennis Rader grandit sans réel cadre et c'est pour lui un manque qui va l'amener à transgresser un peu plus chaque jour les limites. Dennis présente dès l'enfance les signes d'un comportement anormal, caractéristique du développement individuel de nombreux criminels. L'existence d'une vie fantasmatique dont l'émergence est difficile à dater dans le temps. Le petit garçon qu'il était s'invente très tôt un ami imaginaire qu'il baptise Rex. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, à un moment donné, justement, il utilisait le mot Rex là, dans le message qu'il voulait que les policiers l'annoncent mettre, là, qui veut dire roi. Le jeune, en fait, c'était son ami imaginaire. D'abord, c'était son partenaire et confident intime, puis au fil du temps, c'est un peu devenu son double maléfique, que même le tueur va qualifier plus tard de démon. Et tout ce que je vous raconte là, en fait, ça a été recueilli quand les policiers ont recueilli toutes les traces. Ils écrivaient des journaux intimes à l'époque. Ils écrivaient beaucoup de ses comportements et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont été capables de reconstruire un peu ce fil-là. Aucun de ses frères ne semble à cette époque être au courant de l'existence d'un tel alter ego, là, Rex. En revanche, ils surprennent un jour leur aîné, parce que c'était le plus vieux, en train de dessiner des femmes nues, bâillonnées et attachées. Réalisé à l'âge de 8-9 ans, ces dessins reproduisent très probablement les photos d'un magazine de faits divers sur lequel Dennis a pu observer des femmes dans différentes positions de bondage. Y a-t-il un mot français pour bondage? J'ai tendance à penser sadomasochisme, mais... Oui, c'est ça, je pense que oui. Essayons ça. Il semble avérer en fait que la mise en scène de la douleur lui procure un plaisir précoce. Il aime ça, voir ça, qu'il expérimente lors de séjours réguliers dans la ferme de ses grands-parents, où il est fasciné par la mise à mort des poulets. Parce qu'on le sait, on les mange, les poulets. Là, donc, mais cet aspect-là le fascinait de tuer les animaux. À l'adolescence, ses premières victimes sont d'ailleurs des animaux. Par exemple, il s'est rendu compte que l'agonie d'un chat, peut-être tué par accident, lui fait prendre conscience du plaisir qu'il ressent à contrôler la vie ou la mort d'un être, en fait. Pour satisfaire ses pulsions dominatrices, Dennis capture discrètement des chats et des chiens errants qu'il attache soigneusement dans des granges abandonnées avant de les pendre à l'aide de fils de fer. La souffrance puis la mort des animaux lui procurent une jouissance sexuelle intense qu'il continuera de rechercher des années plus tard lors, bien sûr, de ses opérations meurtrières. Ça, c'est fucké, hein? Je trouve ça vraiment particulier de développer... on dirait que pour moi, ça a toujours été bizarre d'associer cruauté animale et sexe ensemble. Oui, moi aussi, c'est vraiment spécial comme déviance et j'espère un jour qu'on aura la chance de parler à un psychologue qui pourra peut-être, ou un sexologue qui pourra peut-être nous faire un lien entre tout ça, mais c'est pas le seul, hein. On en a couvert différentes histoires comme ça, dont le cas de Magnotta aussi, qui est vraiment la montée vers le meurtre d'un humain passe nécessairement par la mise à mort d'animaux, la fascination pour la mort des animaux. Ça semble être une constante chez bien des meurtriers, là, et pas juste des tueurs en série. Oui, exact. Ils peuvent comme tester là-dessus, puis c'est des victimes faciles, hein, d'une certaine manière. Oui, mais c'est tout aussi cruel, selon moi. Oui, exact. C'est également à l'adolescence qu'il développe une autre fascination pour le fétichisme. Il dérobe les sous-vêtements de sa mère, les porte en secret et se met parfois en scène avec eux. Ouf! En 2005, après son arrestation, la police a découvert des photographies que Rader conservait depuis cette époque. On le voit justement habillé de vêtements féminins, ligotés et pendus.
Incroyable. Le meurtrier avouera lors de ses interrogatoires que la privation d'oxygène et le bondage associé à la masturbation lui permettait de décupler son excitation. Oui, c'était assez troublant ça, ces pratiques-là. Il faisait comme des pratiques auto-érotiques dans le fond, où vraiment, et moi je les ai vus, les photos, c'est troublant. Il pouvait aller dans la nature parce que j'imagine il voulait faire ça loin de sa famille, parce que même quand il y avait une fille et tout ça, une femme et une famille, il devait quand même satisfaire ses pulsions. Et parfois, il allait dans le bois vraiment rapidement. Il pouvait s'enrouler lui-même dans du saran wrap, par exemple, s'attacher le cou avec une corde, se bander les yeux, puis se mettre en position vraiment dangereuse. Là. Il aurait pu mourir comme ça. À d'autres fois, il pouvait se pendre lui-même, justement, avec des bouts de corde et porter un genre de masque en même temps. Parce qu'on en a très peu parlé, mais il portait un masque pendant certains meurtres, ce qui fait en sorte qu'il était difficile à identifier. Puis ce masque-là, qui était un masque un peu de mannequin, là, qui fait un peu peur, là, on croirait un masque de film d'horreur, comme c'est comme un visage humain avec évidemment des trous pour les yeux, mais c'est pas son visage à lui. Là. Puis tu sais, le masque est tout sale, tout ça, parce qu'il a dû trimballer ça un peu partout. Il pouvait porter ce masque-là, puis il se prenait en photo justement où il était presque en situation de mort, là, ou même parfois il va mettre des sous-vêtements féminins et il va s'attacher au plafond avec une corde, tenter de se pendre, prendre des photos, tout ça. Et tout ça, c'est pour stimuler sa stimulation sexuelle, en fait. Donc, il y a vraiment un lien. Évidemment, c'est pas la première fois à Distorsion qu'on parle de sadomasochisme. On est conscient que bien des gens recherchent ça. Mais lui, c'était une fascination là, qui est très près. Le sexe est très près de la mort. Là, donc, c'est particulier quand même. Ah oui, c'est un peu... je comprendrai jamais. Mais comme tu dis, c'est vrai que ça serait intéressant de parler à un spécialiste qui puisse un jour nous expliquer tous ces liens-là. Là, ça doit s'expliquer quand même d'une certaine manière. L'année de ses 15 ans, il y a un événement qui lui confère brièvement une petite notoriété auprès des habitants de Park City. Alors qu'il descend en canot la rivière Arkansas, dont le niveau est très très haut après des pluies torrentielles, il sauve d'une mort certaine un camarade plus jeune que lui grâce à son sang-froid et à son aptitude à diriger la petite embarcation qui a été déstabilisée là, par un courant d'eau très fort. Aux yeux des témoins de l'incident, il est considéré comme un héros. Pourtant, le jeune Dennis s'isole de plus en plus. Il ne participe plus beaucoup aux activités sportives avec les autres adolescents de son âge et ne s'inscrit à aucun club associatif, là, préférant la solitude de sa chambre. Ses résultats scolaires déclinent et il ne parle jamais de ses fantasmes à personne, bien sûr, et continue probablement de torturer occasionnellement des animaux pour assouvir ses pulsions. À 18 ans, il affirme avoir espionné une femme par la fenêtre avant de lui voler une petite culotte. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun problème semblait être présent en tant que tel au sein de la structure familiale enfantine là, de Dennis Rader, là, qui peut vraiment expliquer ses déviances. Tu sais, je comprends que ses parents mettaient peut-être pas de limite, mais des parents comme ça, il en existe plein, là, puis ça devient pas tous des tueurs en série aussi. Là. Il y avait sûrement quelque chose en lui. Tu sais, on dirait que j'y crois beaucoup à ça, que des fois, on peut naître avec des déviances qui seront pas nécessairement balisées par ton environnement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais, mais je sais pas, ce que j'avance est peut-être pas rapport, mais on dirait que ça, j'arrive jamais à... Parce que, tu sais, il y avait quand même des bons parents. C'est là qu'on dirait que je sais pas ce qui amène à ça. Oui, c'est toujours difficile de mettre le doigt sur l'origine de ces crimes-là, puis de ce qui se passe dans sa tête aussi. Tu sais, il y a une certaine forme de sadisme aussi. Il y avait vraiment un certain appétit là, pour la douleur, pour la violence, pour la souffrance. Et je sais pas pourquoi, mais il s'infligeait lui-même des douleurs très fortes, près de la mort même. Donc, c'est quelqu'un qui devait pas être à l'aise totalement dans son corps à lui, tu sais. Et là, ben, on est ni un ni l'autre psychologue et tout ça. Puis à ce moment-là, j'aimerais parler avec Guillaume Louis, on dirait, pour discuter justement de ce qui peut. Puis peut-être qu'on aura la chance de le faire. On te lance l'invitation, Guillaume, comme ça, live dans l'épisode. Si tu veux discuter de BTK avec nous pendant le confinement, ça serait bien cool. Mais moi, j'ai toujours de la difficulté à avoir vraiment un lien de cause à effet avec la vie de famille, l'enfance et de développer des perversions comme ça qui poussent au meurtre. Là. Mais il y a nécessairement un cheminement qui s'est fait dans sa tête pour partir de ça. Parce que tout de suite après, en fait, il a commencé assez rapidement à épier des gens, à mettre en place des plans, du moins dans sa tête, à dessiner des choses, justement, à un peu imaginer comment tout ça pouvait prendre forme, ce qui l'a amené petit à
petit à commettre le meurtre de la famille Otero, qui était épouvantable. Comme premier meurtre, encore une fois, de choisir d'assassiner une famille entière, c'est pas rien, là. C'est quand même assez intense. Donc, il a vraiment fait évoluer cette vie-là de fantasme au sein de son imaginaire d'une manière assez exponentielle. Puis c'est assez troublant, en fait, que quelqu'un comme lui ait ce cheminement-là. Puis c'est quand même, on n'a pas le choix de penser à Ted Bundy aussi quand on pense à Dennis Rader. Ah oui, les deux ont certaines similitudes, mais il était intelligent, hein, tu sais, quand même, Dennis, pour jamais laisser de traces. Le fait qu'il était extrêmement méticuleux, c'est ce qui l'a aidé aussi, là. Mais ce qui l'a vraiment trahi, je dirais, c'est son âge. à cause des traces numériques, tu sais, c'est assez particulier. Oui, c'est la disquette, là, en fait. On comprend pas pourquoi, ce qui l'a trahi. Toi, tu dis son âge, mais moi, je dirais... Son âge dans le sens que il y a moins une bonne connaissance de l'informatique, tu sais, des traces qu'on peut laisser sur un ordinateur, j'ai l'impression, versus que de laisser des traces sur une scène de crime. Il était très, très bon pour ne pas en laisser. Oui, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus son besoin d'attention qui l'a trahi. Tu sais, s'il avait jamais envoyé autant de perches comme ça aux médias en envoyant des lettres et tout ça, puis là, maintenant, en demandant aux policiers si je devrais vous envoyer une disquette, eh bien là, c'est un peu une erreur de débutant d'une certaine façon. Oui, c'est même à se questionner. Est-ce que tout ça est-ce que lui-même avait fait exprès pour laisser ces traces-là? Tu sais, ça n'a jamais été trop mentionné, mais je me questionne quand même. Tu sais, oui, c'est une vraie question. Tu sais, est-ce que BTK aurait pu vivre dans l'anonymat complet? Tu sais, est-ce qu'il aurait pu accepter, lui, de n'être jamais révélé au grand jour? Tu sais? Parce que là, on l'a vu en 2005, 30 ans après les meurtres, en fait, en 2004, pardon, lorsqu'il y a un article de journaux qui sort, c'est lui qui proactivement contacte les médias. Tu sais, on se rappelle, Magnotta aussi faisait ça. Magnotta contactait les médias pour s'inventer des problèmes en disant c'est pas moi le meurtrier, je suis constamment harcelé, mais il voulait trouver une façon de se mettre de l'avant, là, de tourner la caméra vers lui. Là. Donc, j'ai l'impression que si c'était pas la disquette ou si c'était pas l'ADN, on aurait trouvé une autre façon parce que dans 10 ans, il y aurait eu un autre article qui aurait sorti. Hein, ça fait 40 ans que le mystère du tueur de Wichita n'a pas été résolu. Et puis, peut-être que s'il les aurait contactés à ce moment-là. Là. Donc, j'ai l'impression que tous les scénarios se dirigeaient vers son arrestation. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, non, tu as raison. Tout s'en allait vers ça. Puis, dans le fond, les policiers ont bien analysé ses comportements. Dans le fond, ils savaient qu'il allait tomber dans le piège. Puis, ça a marché. Ça a pris un certain temps, mais ça a fonctionné là, comme il voulait. Sincèrement, là-dessus, là, les enquêteurs, je les ai trouvés quand même brillants. Les analyses des photocopieurs, tout ça, ils ont travaillé fort avec ce qu'ils avaient en main, je trouve, là, dans ce contexte-là. Là, puis je suis fier d'eux d'une certaine manière qui ont réussi à le coincer. Ben oui, puis les scènes de crime n'avaient pas le même niveau de contrôle qu'ils ont maintenant. Hein. Dans les années 70, ça devait être... on voit parfois des photos de policiers en enquête là, de ces années-là et tout ça, puis ça fume sur les lieux du crime. Il n'y a pas le même niveau de rigueur qu'on a aujourd'hui. J'ose croire qu'il y avait quand même une certaine rigueur, surtout là, de meurtres familiaux comme ça, mais je pense qu'il n'y avait pas un aussi grand souci du détail et encore moins des preuves d'ADN qu'on a aujourd'hui de préservation de la scène de crime. Non, c'est clair, absolument. On va discuter un peu du procès rapidement et de la condamnation, parce que là, il a avoué, en fait, Dennis Rader. Donc, le 27 juin 2005, il plaide coupable aux 10 meurtres dont il est accusé. Et le 18 août 2005, il est condamné à 10 peines d'emprisonnement à perpétuité qu'il purge actuellement dans la prison de haute sécurité d'Eldorado. La peine de mort ayant été abolie, il va passer sa vie dans cette prison-là à haute sécurité. Le juge lui a demandé si tous ses crimes étaient pour satisfaire ses fantasmes sexuels, ce à quoi il a répondu oui. Et en passant, il n'a jamais montré aucune forme de remords ou il ne s'est jamais senti triste pour la famille. En fait, la seule forme de remords qu'il a démontré, c'est de s'être fait attraper, en fait. Donc, il était déçu de s'être fait attraper, mais il n'était pas désolé, en fait, pour tous les meurtres, pour toutes les familles qu'il a gâchées, en fait, pour les proches des familles et tout ça.
ça. Donc, c'est vraiment un individu qui assumait là, à 100% ses gestes. Là. De là, le fait qu'il a contacté constamment les médias. Mais pourquoi tous ces meurtres? Parce que là, il y a énormément de questions qui ressortent de ce dossier-là. C'est vraiment... c'est pas tous les jours qu'on voit des histoires comme ça qui sont résolues 30 ans plus tard. Donc, pourquoi est-ce qu'il a fait tous ces meurtres? T'sais? Pourquoi a-t-il voulu, plus de 30 ans après ses premiers crimes, prendre le risque de se faire prendre? C'est justement, ça revient toujours au besoin de reconnaissance, au désir de s'affirmer là, comme un criminel hors norme. Il voulait que son nom soit dans les journaux. Il voulait même avoir une image de marque à son nom en créant le profil BTK. Et il voulait être reconnu comme Ted Bundy. Là. Et dès ses premiers crimes, il s'était adressé au journal local là, en leur demandant combien de crimes devrais-je encore commettre pour avoir le droit d'être nommé dans le journal, un peu comme Ted Bundy l'était à cette époque-là. Donc, ça démontre vraiment le profil de quelqu'un qui recherchait de l'attention à tout prix. Ça fait un peu le tour de la chronologie, cher Distordu. C'est un cas qui est quand même assez important dans l'histoire des tueurs en série, du moins américains. J'ai l'impression, on nous l'avait pas demandé si souvent que ça, ce cas-là, en fait. C'est nous qu'on s'est dit, on pourrait sortir un vieux cas de la voûte qui a été résolu grâce à des preuves numériques. Et le cas de BTK était encore plus intéressant pour cette raison. Mais sinon, Seb, il y a aussi, je crois que sa fille, Carrie, a écrit un livre, hein, non? Récemment même. Oui, en 2019, l'été 2019, elle a sorti un livre pour raconter son histoire, son point de vue, sa vie familiale avec son père et comment elle a vécu ça. Parce qu'elle, quand tout ça s'est produit en 2005 à l'arrestation de son père, en fait, c'était une adulte. Là. Et elle a été très, très loin des micros et des caméras pendant presque 15 ans. Mais elle a décidé de briser le silence et d'écrire un livre. Puis aussi, même si vous voulez avoir, il y a des entrevues avec elle sur YouTube, là, très intéressantes, là, où elle raconte vraiment toute son histoire. Puis j'en reviens pas. J'essayais de me mettre à sa place. Puis si par exemple, je me rendais compte que mon père présent et aimant était cet homme-là, je suis sûr que ça doit prendre du temps à intégrer, intégrer cette réalité-là. Ça doit être dévastant, en fait. Puis on n'a pas parlé de sa femme et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de détails, je vous dirais même, mais elle aussi, là, elle a dû Paula, là, elle a dû tomber en bas de sa chaise, comme on dit. Vraiment. Si vous voulez rechercher justement des interviews ou même le livre de sa fille, sachez que sa fille a changé son nom de famille. Hein. Elle s'appelle pas Carrie Rader, elle s'est peut-être remariée, allons savoir. Mais c'est Carrie Rawson. Donc vous pouvez rechercher du contenu à propos d'elle. Carrie, c'est K-E-R-R-I, Rawson, R-A-W-S-O-N. Sinon, il y avait quelques anecdotes dont tu voulais nous parler, Seb. Hein? Oui, c'était assez particulier. En fait, ce qui était drôle, c'est quand les policiers, par exemple, ont saisi sa maison, ils ont trouvé dans la cour arrière tous les sous-vêtements de ses victimes étaient là. Autre anecdote, la famille, la maison où que la famille Rader habitait a été détruite par la famille. Puis même encore aujourd'hui, j'ai vu un reportage de l'année dernière, il n'y a rien. Je ne sais pas si on gardé le terrain ou personne veut construire là-dessus, mais il n'y a pas de nouvelle maison depuis le temps. Ça, je trouvais ça drôle. C'est rare qu'on voit ça. Mais ça arrive, là. Des fois, ils vont détruire, comme pour le Slenderman, ils avaient détruit le boisé au complet où ce que les jeunes filles, où ce qu'ils avaient fait leur tentative de meurtre, mais de voir une maison totalement détruite, ça m'avait marqué. Aussi, un des enquêteurs qui s'est rendu compte un peu plus tard que BTK avait pris la montre du père Joseph Otero et qu'il l'a même porté durant plusieurs meurtres par la suite. OK, c'était comme un peu un trophée. Oui. Un genre de trophée de chasse, là, je trouve ça particulier. Dernière petite anecdote aussi. Dernièrement, il y a un site en ligne, je ne sais pas si c'était eBay, c'était pas précisé, qui vendait des vêtements de prison qui appartenaient
appartenu à BTK, même des obturations de dents en or qui ont été vendues sur le web. Ça l'a mis en colère un des avocats d'une des victimes, justement, mais je le comprends, là, parce que c'est une manière de capitaliser sur un meurtrier. Là. Mais la question que je me pose, c'est comment cette personne-là a mis la main là-dessus, là, en particulier les vêtements de prison. C'est pas nécessairement accessible. Là. J'imagine que quelqu'un à l'interne ont dû lui remettre ça. Là. J'imagine. Ah non, c'est assez troublant. Puis en ce qui concerne justement les trophées, on a parlé brièvement des trophées. Il gardait justement les sous-vêtements de victimes qu'il gardait. Souvent, il allait même les utiliser dans ses mises en scène auto-érotiques. Là. Donc, il les portait parfois le même pour, je sais pas s'il voulait revivre le moment ou quelque chose comme ça, mais il les portait en effectuant des pratiques sadomasochistes, en attachant et tout ça. Ouais. Donc, il utilisait vraiment ça dans ces genres de rituels qu'il effectuait. Là. Donc, moi, ça me rappelle un peu le silence des agneaux. J'ai l'impression que le silence des agneaux, on a le sentiment un peu qui évidemment, se sont... et ce qui a suivi avec Hannibal, on se rend compte, j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés un peu de Ted Bundy et de Dennis Rader. Non pas pour le personnage d'Hannibal lui-même, mais vous rappelez le meurtrier que Hannibal aide à attraper, en fait, dans Le silence des agneaux. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, qui est excellent, mais justement, on se rappelle dans le film, la personne, elle s'habille en vêtements féminins, elle garde des trophées, là, ça va un peu plus loin, le meurtrier tente de se refaire une peau avec de la peau de victime, donc ça va un petit peu plus loin, c'est un film hollywoodien, tout ça, mais je sentais une inspiration, moi, venant de cette histoire-là, qui est encore une fois, qui est plus réelle, qui est plus grande que la fiction, d'une certaine façon. Oui, absolument. Non, c'est vrai, tu as raison. Il y a une certaine corrélation, rien d'officiel, mais dans les faits, on le remarque bien. Oui, chers distordus, on vous invite à poursuivre la discussion, en fait, parce qu'on va enregistrer un after show pour Patreon, pour nos abonnés, oui monsieur, qui sont abonnés justement au contenu exclusif. Et là, on va vraiment discuter de la psychologie de Dennis Rader, alias BTK. Donc, si vous voulez entendre cet after show-là, il faut être membre Patreon au forfait oui monsieur à 7$ par mois. Sinon, eh bien, Seb, c'était très intéressant. C'était un dossier qui a nécessité beaucoup de recherche. Ça a pris un peu de temps à vraiment le mettre en place, mais au final, je pense qu'on a fait un bon tour de la question et vous pouvez toujours vous renseigner. Il y a des tonnes d'articles qui sont sortis là-dessus. Ah oui, absolument. Ça, vous en avez. Vous pouvez en avoir pour votre argent. Vous pouvez écouter toutes ces révélations quand il était interrogé. Tout ça, tout est en ligne. Exactement. Donc, mon cher Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Ah ben non, avant, je vais faire juste les médias sociaux. Ouais. Désolé, André. Ah, okay, non, Donc, si vous voulez nous suivre, chers distordus, c'est facile. On est partout. Sur Facebook, on est Distorsion Podcast. Sur Instagram, même chose sur YouTube. Sur Twitter, on est Distorsion Pod. On est sur Untapped aussi, le réseau social de bière où on devrait mettre un petit peu plus d'amour. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas posté nos bières pendant le confinement. Sinon, sur Patreon, on est là aussi. On est Distorsion. Merci à tous ceux qui nous achètent de la marchandise. On vous rappelle que nos masques, nos masques qu'on a fait pour la situation du COVID actuelle sont disponibles sur la boutique. Tous les profits de vente de masques iront à l'organisme SOS Violence Conjugale. Donc nous, on va se faire aucun sou là-dessus. Prenez bonne note que c'est pas un masque médical. Ça offre une forme de protection, mais c'est aussi un accessoire que vous pouvez utiliser. Et tous les profits, justement, seront remis à l'organisme SOS Violence Conjugale, sachant que la violence conjugale a augmenté malheureusement pendant cette situation de confinement-là. On remercie aussi tous ceux qui nous envoient des dons, des tournées de bière, des reviews 5 étoiles et qui ont fait l'achat de notre livre Distorsion, 13 histoires étranges de l'ère numérique. Et donc, vous savez où nous trouver. On a notre groupe de discussion privé aussi sur Facebook que vous pouvez rejoindre pour discuter de plein de sujets en lien avec les enquêtes, l'ère numérique, des trucs mystérieux, de l'humour aussi. Donc, on trouve un petit peu de tout. Et il y a plus de 5000 membres à notre groupe, donc on est très fiers de cette belle communauté. Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? N'envoyez jamais de disquette à la police. Oh!